D'accord. Donc, bonjour messieurs, merci beaucoup de nous accueillir ici. Bonjour. Donc vous êtes les responsables d'ADSEA à Riom, donc on est ici dans vos locaux à Riom. Alors, la DSEA, ça veut dire Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. On intervient dans le domaine de la protection de l'enfance, mandaté par le Conseil général, dans 3 grands domaines. Une maison d'enfants à caractère social qui s'appelle l'Arc-en-Ciel, qui est à Thiers, où sont placés des jeunes. Une deuxième mission, ce sont des éducateurs qui vont se rendre directement au domicile des familles. Ça s'appelle de l'AEMO, Action éducative en milieu ouvert. Et un troisième service qui nous concerne plus aujourd'hui, qui est un service de prévention spécialisé, où là, des éducateurs vont à la rencontre de jeunes afin d'éviter les situations de rupture, éviter que les jeunes et leurs familles ne se mettent encore plus en difficulté. Donc nous, on est bien dans ce cadre-là. En termes de chiffres, je crois que sur le Puy-de-Dôme, c'est qui est le département où il y a le plus de voyageurs en ce qui concerne l'Auvergne. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 5 à 6 000 voyageurs, on va dire. Donc, ça demande d'être affiné. Il y a des choses qui existent, des personnes un peu plus ressources. Je pense à l'APGVA, qui est une association que vous pourriez contacter pour avoir des données un peu plus chiffrées. Ça serait important parce que voilà, nous, on intervient sur un secteur qui est Riom Communauté et Volvic sur ces volcans. Donc nous, voilà, sur ce secteur-là, c'est 400 à 500 familles. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs problématiques. Non, il y a plusieurs problématiques qui se posent. Une des premières, quand même, c'est en termes de logement et de place sur les aires d'accueil. Donc, il y a un département où il y a beaucoup d'aires d'accueil, qui a été assez pilote dans le montage du dispositif suite aux lois Besson de 2000 qui imposaient aux communes de plus de 5000 habitants d'avoir des aires d'accueil. Mais donc le Puy-de-Dôme a été particulièrement réactif, beaucoup d'aires d'accueil ont été construites. Après, voilà, ça reste pas forcément en suffisance et pas forcément exactement ce que les familles veulent vraiment, à savoir un habitat de passage, alors qu'on a beaucoup de familles ici qui sont sur de l'habitat, qui sont installées et attachés à des communes depuis plusieurs générations. Donc le côté aire de passage, c'est pas forcément la réponse la mieux adaptée qu'il existe. Voilà, des terrains familiaux, des choses comme ça, c'est un peu plus ça qui manque. Des endroits un peu plus pérennes après. C'est vrai que le Puy-de-Dôme, ça a vraiment été le département pilote en France pour ouvrir ces aires d'accueil. On a pensé à un moment qu'une aire d'accueil pour du passage était la solution par rapport à leur demande de sédentariser, d'avoir du coup un endroit où on peut avoir un point d'eau, un point d'électricité. Et on constate avec le recul que les familles restent sur ces aires ne bougent plus. Et sauf qu'on a peu anticipé que les familles allaient s'agrandir. Et donc du coup ces aires saturent. Sinon sur le secteur, on n'a plus du coup assez de place pour accueillir de nouvelles familles. Et il y a beaucoup trop de monde maintenant sur les aires parce que les enfants grandissent, se marient eux-mêmes et restent auprès des parents. D'accord. Alors nous en fait ici, c'est un service d'éducateurs. Il y a 6 éducateurs qui ont 2 grandes missions en ce qui concerne les voyageurs. Ce lieu où vous êtes, qui s'appelle l'endroit, qui est un point d'accueil écoute jeunes, qui est un lieu qui accueille tous les jeunes par rapport aux demandes ou aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc voyageurs comme non-voyageurs. Et ça va de lien avec un travail que font des autres collègues sur l'extérieur, d'aller à la rencontre de ces jeunes-là et des familles, et d'essayer de les accompagner vers tout ce qui relève du droit commun, de tout ce qu'on peut faire quand on est jeune, à savoir tant la scolarité, le logement, la santé, les sorties. Et donc l'idée c'est, en étant à leur rencontre, créer un lien de confiance, de ce lien de confiance, essayer de faire remonter un petit peu leurs attentes et leurs envies, et de les accompagner dans ces envies-là. Donc finalement c'est une aide à la socialisation Alors, pas vraiment, parce qu'en fait ils ont une culture qui effectivement est très forte, très présente, riche, essentiellement transmise dans l'oralité, qu'ils souhaitent conserver. L'idée c'est faire en sorte qu'ils puissent conserver cette culture à laquelle ils sont fortement attachés, mais qu'ils puissent aussi du coup bénéficier de tout ce qui existe, la mission locale, l'école, même si la plupart des jeunes sont scolarisés de façon même plutôt bien, jusqu'à 16 ans. Mais voilà, l'idée c'est conserver sa culture, et effectivement, un côté, un moment, mieux vivre dans notre société. C'est mieux vivre ensemble, de part et d'autre, c'est-à-dire que faire en sorte que les gens non-voyageurs connaissent les voyageurs, n'aient plus d'appréhension vis-à-vis de cette culture, de ce peuple qu'on ne connaît pas, ces peuples,
et faire en sorte que les voyageurs aussi puissent aller vers les autres plus facilement et vers tout ce qui existe. Oui, c'est ça. En fait, nous, on se positionne un peu en personne relais entre les voyageurs, donc par de la présence au quotidien, sur les aires d'accueil, sur le terrain, aux endroits où les jeunes peuvent vivre simplement, quoi. Et en fait, se poser un petit peu comme personnes ressources qui peuvent être là à un moment pour faire l'intermédiaire entre eux, voilà, et tous les dispositifs existants à destination de la jeunesse, de toute la jeunesse, voyageurs, non-voyageurs. On ne fait pas de distinction là-dessus. Donc c'est-à-dire, oui, effectivement, vers la mission locale, vers le CCS, le collège, les centres de loisirs, les clubs sportifs, tout ce qu'on peut imaginer, tous les dispositifs dont les jeunes peuvent bénéficier en fait. Et nous, notre rôle, ça va être un petit peu de se mettre à disposition pour pouvoir accompagner les jeunes qui ont des désirs, des besoins, et pour qu'ils sachent, qu'ils puissent nous solliciter pour aller frapper vers les bonnes portes, ou en tout cas être accompagnés, voilà. Pour ma part, moi, j'avais travaillé un peu plus jeune, à la sortie de mes études, en tant qu'assistant d'éducation dans un dispositif qui s'appelle l'école itinérante. Peut-être que vous en avez entendu parler un petit peu. C'est quoi? L'école itinérante, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui a pour objectif de favoriser la scolarisation et la réussite scolaire des voyageurs, justement, au sein de l'éducation nationale. Avec une grosse mission qui était, à l'époque, favoriser l'inscription en maternelle des plus petits. Donc ça se traduisait concrètement par des actions avec un camion aménagé, une salle de classe, où on prenait les gamins pour aller faire des activités autour de la lecture, de l'écriture, sensibilisation à la scolarité en tout cas, pour justement favoriser l'intégration dans le milieu scolaire des jeunes voyageurs. Moi j'étais tombé là-dedans un peu par hasard au départ, voilà, j'étais tombé sur cette annonce, je m'étais dit tiens pourquoi pas, ça peut être intéressant, et j'ai commencé à travailler avec les voyageurs comme ça. Derrière, voilà, j'ai fait la formation d'éducateur, et c'est vrai que le travail avec les voyageurs, avec cette culture en particulier, moi, m'avait bien accroché parce que c'est quelque chose, c'est une culture qui est très intéressante, qui est riche de plein de choses, et donc moi j'ai souhaité continuer un peu là-dedans et continuer à travailler avec ce public-là. Et vous Moi, c'est lorsque j'étais étudiant, en fait, j'étais bénévole dans une association qui s'appelle La Fève, et dans cette association, on va aider des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur scolarité. Et ils avaient un dispositif pour les enfants du voyage, et donc du coup je me suis retrouvé sur ce dispositif-là, avec un minibus, le même camion qu'utilisait Laurent en fait dans l'autre association qui nous était prêtée, et on allait directement sur les terrains des familles du voyage, donner un coup de main aux enfants pour les aider à faire leurs devoirs. Et de fil en aiguille, après j'ai travaillé dans cette association, et depuis 4 ans à la DSE. C'est-à-dire qu'on va rajouter les guéniches, en plus. Et puis à côté, on va rajouter aussi tout ce qui relève des populations déambulantes, tout ce qui est forain. D'accord. D'accord? Donc là, tout de suite, on a des choses très différentes, avec des statuts différents, avec des origines différentes. On va essayer de partir du principe... Des langues différentes. Hein. Oui. Alors tout le monde effectivement est parti d'Indy. À un moment, ils ont été chassés de leur pays, ils ont fait le choix effectivement de prendre la route. Le parcours n'a pas été le même pour toutes les populations. Gitans, c'est ceux qui sont arrivés par l'Espagne. Mais avant d'arriver par l'Espagne, ils sont arrivés par tout ce qui est... Maghreb. Ouais, l'Égypte. Hein. Oui. La langue c'était gypsy. Gypsy King. Ouais, ça fait des petits... les forains, c'est plutôt un mode qui sont plutôt définis par rapport à leur travail et leur activité professionnelle, et non pas spécialement par rapport à une origine. Un forain, c'est plutôt un statut administratif. Rome, c'est ceux qui viennent à l'heure actuelle, dont on parle beaucoup, et c'est ceux qui viennent de Roumanie, tout ce qui relève un petit peu des pays de l'Est. Manouches, ils ont eu un parcours plus ancien encore, ils ont continué, ils sont arrivés jusqu'en France. Les Yéniches, c'est un peuple qui vient plutôt du nord de l'Europe, mais qui a pris le chemin beaucoup plus tard que les autres. C'est vers le 17-18e siècle qu'ils ont décidé, suite à des difficultés économiques dans leur pays, de prendre le chemin et de prendre la route. Tous ont des origines différentes,
Du coup, ça se ressent aussi un moment sur les couleurs de peau, les langues, les couleurs de cheveux, des yeux ou des choses comme ça. Par exemple, un Yéniche, souvent le teint clair, peut avoir les yeux très très bleus, être roux. Voilà, c'est vraiment des spécificités. Pour ça, pour rebondir par rapport à votre question sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'heure actuelle, je pense que la plus grosse difficulté qu'ils rencontrent à l'heure actuelle, c'est le mélange. C'est-à-dire que tout le monde confond tout. Et que quand on dit Rome, ça veut dire manouche, et qu'on on va pour différencier trois grandes catégories, les Roms, les gitans manouches yéniches, qui sont ce que nous on appelle les voyageurs avec lesquels nous on travaille, en tout cas, plus les forains. Donc on a trois choses complètement différentes. Nous, sur le secteur, on travaille qu'avec des manouches et des yéniches. C'est-à-dire des gens qui ont pris le voyage il y a longtemps, qui sont sédentarisés sur le Puy-de-Dôme, qui a été une terre d'accueil très importante des populations du voyage, beaucoup plus que pour ce qui concerne l'Auvergne, le Cantal, la Haute-Loire et même l'Allier, même si un petit peu dans le sud de l'Allier, vers Vichy, Bellerive et tout ça, il y a quand même des voyageurs, beaucoup plus sur le secteur. On est avec des familles qui ont fait le choix de se sédentariser ici, qui voyageaient à l'échelle d'un département, c'est-à-dire que l'été on montait dans les montagnes du Puy-de-Dôme et l'hiver on descendait un petit peu plus bas. Vivaient des produits de la cueillette ou des choses comme ça, mais aussi un moment de toutes les spécificités des métiers qu'ils ont, la vannerie, de l'osier, la ferraille, chose qui est toujours d'actualité en plus, qui peut avoir tendance à se perdre un petit peu, mais qui est toujours d'actualité. Les Roms, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est une autre problématique. C'est une population qui est restée dans les pays de l'Est, qui vit à l'heure actuelle une forte discrimination dans leur pays, avec des discriminations particulièrement lourdes légales. C'est-à-dire qu'un Rom, il n'a pas le droit en Roumanie d'être fonctionnaire. C'est légal. Voilà. Un Rom, il n'a pas les mêmes droits, et du coup pas non plus les mêmes devoirs qu'un autre citoyen. Donc du coup des pays qui sont globalement des fois un petit peu plus touchés par les difficultés économiques, donc la volonté, avec l'ouverture à l'Europe, d'arriver en France. Statut complètement légal. Les Roms, quand ils arrivent en France, ils ont le droit, comme tout citoyen européen. Sauf que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'accueil pour ces familles roms lorsqu'elles arrivent sur les territoires français. D'où les squats, les lieux qu'on voit qui sont très médiatisés avec des camps de Roms qui s'installent. C'est autre chose. C'est vraiment une autre difficulté, une autre problématique que les voyageurs qui sont nous sur le secteur. C'est clair? Ouais. Ou pas? Ça peut le faire. Ouais. Et qui sont français depuis plusieurs générations. Voilà, alors les Roms, les Yéniches, les Manouches, non, les Gitans, les Manouches et les Yéniches sont français. D'une part, dans une méconnaissance. Une méconnaissance de l'amalgame qui peut être fait justement dans toutes ces populations-là, où finalement on met tout dans un grand et même panier, avec toutes les discriminations. On a eu quand même un régime présidentiel qui a très fortement stigmatisé les populations roms, et du coup toutes les populations voyageuses en ont pris pour leur grade. Donc déjà ça n'a pas aidé à beaucoup améliorer l'image qui était déjà pas terrible à l'origine des voyageurs en France. Il y a le côté, ils vivent pas comme nous, tu l'as dit toi-même, donc forcément ce qui est différent fait toujours un peu peur. Voilà, l'habitat mobile, en caravane, avec beaucoup d'idées reçues, beaucoup de... quand on parle avec des gens, souvent on nous demande mais ils vont à l'école. Bien sûr qu'ils vont à l'école, oui, ils y vont à l'école. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne vivent que du RMI ou du RSA, alors que on a beaucoup de voyageurs ici qui travaillent effectivement, donc on disait, dans la récupération de ferraille, revalorisation des déchets, tout ce qui est au niveau de la ferraille, du cuivre, des choses comme ça, donc il y a un vrai boulot épuisant que tout le monde ne ferait pas, qui n'est pas forcément très rentable. On nous demande beaucoup, souvent aussi, mais ils ne vivent pas du vol et du cambriolage. Donc là aussi, il y a une espèce d'amalgame qui est fait. C'est une population qui bénéficie de beaucoup de préjugés, essentiellement par méconnaissance. De ce que j'en pense. De ce que dit Laurent, c'est important de repréciser qu'effectivement, il y a 4 ans, le président de la République a confondu les différents publics. C'est-à-dire qu'en parlant d'un public rom, il a mis ça dans la catégorie des voyageurs, qu'il fallait tous les reconduire à la frontière, ce qui a créé quand même beaucoup de difficultés parce que nous, nos voyageurs avec qui on travaille à l'heure actuelle et avec qui on travaillait déjà à l'époque, ils m'ont dit mais on est français,
Pourquoi est-ce qu'on nous parle de nous reconduire à la frontière? Enfin voilà, c'est les fantasmes aussi qu'il faut prendre en compte et toute cette discrimination. Ça, c'est la discrimination du quotidien dont ils sont victimes, dont effectivement, des fois aussi, ils ne font pas forcément d'efforts pour aller à la rencontre d'eux, c'est des cultures qui sont très différentes. Il y a aussi une discrimination administrative en ce qui concerne les voyageurs, nous, avec qui on travaille, donc à savoir les Manouches et les Yéniches et quelques Gitans. Il faut savoir que, par exemple, ils ont un statut juridique différent. Eux, ce n'est pas une carte d'identité, c'est ce qu'on appelle un carnet, un livret de circulation. Carnet de circulation qui se transforme maintenant en livret. C'est-à-dire que vu qu'ils n'ont pas le même habitat que nous, vu qu'avant, ils se déplaçaient énormément, ils doivent avoir ce qu'on appelle un carnet. Et dans ce carnet, ils doivent le faire tamponner une fois tous les 3 mois en gendarmerie pour justifier où ils sont. C'est-à-dire que voilà, c'est un statut complètement discriminatoire par rapport au reste des habitants, au reste des Français, tous ces gens qui sont toujours au même endroit, puisqu'ils ne bougent plus. On leur impose d'avoir ce carnet, alors qu'ils pourraient, vu qu'ils sont sédentarisés, avoir juste une carte d'identité maintenant. Voilà, comme tout le monde. Certains commencent un petit peu à l'avoir. C'est pas simple, parce qu'on des fois on a affaire à des administrations qui nous disent non, les voyageurs c'est le carnet de circulation, ils n'ont pas le droit d'avoir une carte d'identité, c'est compliqué, donc alors que non, la carte d'identité normalement c'est tout citoyen français qui doit l'avoir. Donc ça c'est des choses importantes à savoir. Moi je voyage beaucoup, personnellement, je voyage beaucoup plus que la plupart des familles ici. On ne me demande pas d'aller, chaque fois que je pars en vacances 15 jours au bord de la mer, la mairie ou le commissariat de telle ville signer comme quoi je suis présent sur le territoire. C'est un statut discriminatoire. D'accord. Qui est différent de celui des forains, qui est justement, enfin là ça commence à évoluer. Il y avait d'un côté les carnets de circulation pour les populations nomades qui habitent en habitat mobile, caravane concrètement. Et de l'autre côté, il y a le livret de circulation qui est destiné à tous les commerçants, ambulants, choses comme ça, typiquement les forains, voilà, qui ont une activité commerciale qui se déplace de lieu en lieu. Donc là, apparemment, depuis, je ne sais pas quand exactement, récemment, il y a un projet de loi qui vise à lisser un petit peu là-dessus pour qu'il n'y ait plus que des livrets de circulation. Voilà. Ça fait partie des petites évolutions. Tout en sachant qu'entre le moment où une loi est décidée et où elle est appliquée, il y a des décalage à avoir. Et donc tout de suite, on est encore un petit peu dans cette période de flou artistique. Depuis le changement de gouvernement et le nouveau président, une amélioration en 6 mois, non? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment de grosse évolution, c'est si pas eu. mois. Voilà. Nationalement, par contre, quand on voit le statut et les conditions de vie des Roms, il n'y a eu aucun changement. Les reconduites à la frontière sont exactement, reconduites au pays, sont exactement les mêmes. Alors j'ai lu un truc l'autre jour, apparemment ils vont essayer d'abolir l'aide au retour au pays. Parce qu'il y a beaucoup de familles roms qui venaient en France, qui attendaient l'aide au retour financière, qui retournaient là-bas, du coup ils vivaient un peu avec cette aide, et après qui revenaient sur le territoire français. C'est un jeu, c'est juste le jeu du chat et de la souris. Tout le monde bénéficie, les populations les plus défavorisées bénéficient des aides qui sont mises en place par les populations les plus favorisées. Donc cette aide apparemment elle risque de disparaître. Donc, sauf que là tout de suite, si on prend la ligne ministère de l'Intérieur, évacuation des camps de Roms, conditions de vie des Roms en France, il n'y a eu aucun changement. Zéro changement. C'est la part de l'inconnu, et puis on ne va pas se leurrer, il y a aussi des méfaits qui sont commis quand on a une communauté de voyageurs qui s'installe dans le coin. Les voleurs de poules, c'est pas nouveau. Oui, effectivement, ils veulent des poules pour manger. Donc, bon an, mal an, je pense qu'il y avait moins de peur et d'appréhension des gens du voyage, des manouches sur le secteur, il y a 30 ans ou 40 ans, que maintenant. Les anciens en parlent, on arrivait dans un village, on allait à l'école, il n'y avait pas de soucis. Maintenant, c'est des fois plus compliqué que par le passé. Il faut savoir que les anciens étaient socialement, on va dire, mieux intégrés à l'époque, parce que justement, il y avait tous ces corps de métier, de vannerie, rempailler les chaises, récupérer justement les ferrailles, réparer les roues des charrues, ça c'était la grande spécialité des voyageurs à l'époque, le travail autour de la ferraille, de la forge, de toutes ces choses-là, métiers qui ont complètement disparu aujourd'hui dans notre société. Qui va acheter un panier, qui se fait rempailler des chaises, aujourd'hui on va chez Ikea. Et du coup, le vannier, le mec qui va récupérer, tout ça on n'en a plus besoin. Ce qui fait que les corps de métiers traditionnels des voyageurs se sont fait un peu bouffer.
les déchetteries qui justement maintenant se sont emparées de tout le marché de la récupération des métaux, des machins, des trucs comme ça aussi. Hop, ça, Du coup, en fait, ils perdent leur, Une place. si j'ose dire, utilité sociale Ouais, dans la société, et du coup, finalement, bah, on ne les considère plus utile. comme utiles. Exactement, ces corps de métiers-là qui existaient, qui sont traditionnels, avec la valeur des traditions qui est très ancrée chez les voyageurs. Beaucoup de jeunes nous disent « je ferai comme mon père ». Il y a une grande fierté d'appartenance à la société des voyageurs et à perpétuer un petit peu le métier que faisait son père, des choses comme ça. Mais du coup, avec des métiers qui sont devenus un peu obsolètes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se retrouvent confrontés à la réalité. Je voudrais bien faire la même chose que mon père, sauf que ce que fait mon père, ça ne marche plus. Pour aller chercher la ferraille, je mets 150 € de gasoil dans le camion. Je fais le tour, je réussis à récupérer le machin, je vais chez le récupérateur de ferraille, je le revends. Quand je fais le calcul entre ce que j'ai mis dans le gasoil, ce que j'ai acheté comme ferraille, parce que la ferraille, ils ne la prennent pas, ils l'achètent souvent. La carcasse de voiture, ils l'achètent pas cher, mais ils l'achètent. Et quand tu fais ce calcul-là, au final, en fin de journée, des fois, ils reviennent avec moins que ce qu'ils sont partis au départ. Donc, c'est vrai que tous ces corps de métier-là, petit à petit, se délitent, et ce qui explique aussi que les vieux sont beaucoup plus... Oui, se sentaient beaucoup plus intégrés. Exactement. Ouais.